Bonjour à tous. Bienvenue sur cette table ronde qui s'intitule « Partage entre pairs et interdisciplinarité, accélérateur permanent de savoir ». Donc, ces mots-clés ont été choisis très précisément parce qu'aujourd'hui, on va parler d'interdisciplinarité, de partage de connaissances et aussi de formation continue. Parce qu'en effet, la formation continue, aujourd'hui, elle est partie intégrante de la transformation du système de santé et on est tous concernés, quelle que soit notre spécialité. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de pouvoir parler de ce sujet avec deux acteurs de transformation de la formation continue, qui sont des acteurs innovants. Donc, merci à vous d'être là aujourd'hui. Donc, pour vous présenter, tout d'abord Anne, donc Dr Anne Gressé-Chaussade. Tu es médecin dermatologue à Bonn, en libéral. Et tu es aussi cofondatrice du groupe Facebook, le Quesaco du Dermato. Et c'est un groupe Facebook qui rassemble plus de 35 000 professionnels de santé. Et le concept de ce groupe, c'est que des professionnels viennent partager des cas de dermatologie et s'entraînent, grâce à cette communauté, à diagnostiquer ces cas de dermatologie. Tout à fait. Et ce qu'il y a de particulier et de merveilleux sur ce groupe, c'est qu'il y a peu de dermatos, mais surtout des médecins généralistes et d'autres professionnels de santé, justement, qui viennent s'entraîner. Donc des infirmiers, des masseurs kinésithérapeutes ou encore des sages-femmes. C'est ce qui fait toute la particularité de ce groupe et tu nous en parleras juste après. Et ensuite, encore un grand merci, donc Maxime Garcia, futur médecin généraliste, interne en médecine générale au CHU de Bordeaux. Et Maxime, tu as créé le podcast Médecin qui es-tu ? Ce podcast, en une saison, a déjà rassemblé plus de 30 000 écoutes. Et le principe de ton podcast, voilà, il y a deux axes. Le premier, c'est de partager des histoires de médecins. Et comme tu le dis si bien, pour essayer de comprendre, de connaître les personnes derrière la blouse, les hommes et les femmes derrière la blouse qui ont des parcours de vie inspirants. Et aussi un autre format qui est centré sur le partage de connaissances, où tu invites des médecins spécialistes à venir partager leurs connaissances sur un sujet que tu estimes qu'en médecine générale, vous n'avez pas assez creusé en formation initiale, mais qui reste essentiel. Exactement. Donc tu nous en parleras juste après. Donc encore merci à tous les deux pour votre présence. C'est un immense honneur pour moi de vous avoir, parce que vous êtes vraiment des acteurs innovants sur ce sujet. Et donc avant de vous laisser la parole, voilà, je vais me présenter aussi rapidement. Donc je suis Marine Dahl, je suis ergothérapeute en gériatrie et je me suis spécialisée sur le sujet de la formation continue pour les professionnels de santé et notamment sur cette question de comment rendre plus accessible et plus innovante la formation pour les professionnels de santé. C'est dans ce cadre-là que j'ai rejoint InVivox, qui est une plateforme de formation continue réservée aux professionnels de santé, où se trouvent des contenus courts, pratiques et interactifs. Et sur cette plateforme, je travaille sur le projet Contributeur, qui permet à des médecins et des professionnels de santé spécialistes comme vous de partager leurs connaissances à travers des quiz, des vidéos, des podcasts. Et nous, on s'occupe de les héberger et de les diffuser à un maximum de personnes pour qu'il y ait un maximum d'impact sur la transmission de connaissances. Et il faut savoir, donc voilà, tous les deux, vous êtes contributeurs chez InVivox et vous avez, grâce à vos contenus de formation issus de vos initiatives, formé déjà plus de 10 000 professionnels de santé sur vos thématiques. Donc un impact non négligeable, d'où mon grand honneur de parler avec vous aujourd'hui. Donc avant de rentrer dans le sujet, on voulait faire un petit contexte sur la formation continue aujourd'hui en France. Donc vous n'êtes pas sans savoir que sur ces dernières décennies, il y a eu énormément de transformations sur le système de santé, notamment... c'est multifactoriel, mais une augmentation des demandes de soins avec l'augmentation des pathologies chroniques, le vieillissement de la population. Et aussi, tout le monde le sait, un manque de professionnels de santé sur le terrain, des déserts médicaux, ce qui crée un phénomène qu'on connaît, qui est que les professionnels de santé, concrètement, aujourd'hui, ils sont débordés. Mais il y avait une autre métrique qu'on voulait mettre en avant, qui était aussi que ces dernières décennies, il y a eu une accélération du savoir médical, une accélération du développement de la recherche, une accélération des connaissances, de la communication autour de ces connaissances. Et donc, au-delà d'avoir des professionnels de santé qui sont débordés, ils sont aussi énormément en demande de formation pour mieux accompagner leurs patients. Et aujourd'hui, un des acteurs institutionnels pour la formation continue des professionnels, c'est l'Agence nationale du DPC, le développement professionnel continu. Récemment, sur le DPC, il y a eu 2 rapports qui sont sortis, un de la Cour des comptes en 2024 et un de l'IGAS en 2025, qui mettaient en avant 3 difficultés, 3 freins sur la formation du DPC. Le premier, c'était que c'était très onéreux pour l'État, que ça touche peu de professionnels et que ça ne répond pas à l'intégralité des besoins de formation des professionnels.
Pour vous donner des chiffres extraits du rapport, voilà, quand on dit que c'est onéreux, c'est 90 millions d'euros par an pour les médecins libéraux et seulement 23% des professionnels de santé qui remplissent vraiment leur obligation, c'est censé être une obligation de formation. Donc on voit le rapport coût-impact qui est limité et cette notion qu'il ne répond pas à l'intégralité des besoins. Voilà, pour vous expliquer en 2 mots, tous les 3 ans, il y a des thématiques qui sortent sur lesquelles les formations voilà, pourront être remboursées par le DPC. Donc ça veut dire qu'il y a certaines formations thématiques qui ne vont pas être abordées. Et il y a un cadre assez restrictif au niveau des formats, notamment au niveau de la durée, où pour des formats en ligne, il faut un minimum de 2 heures de contenu. Donc voilà, tous ces facteurs font que c'est assez restrictif et que ça ne répond pas totalement aux besoins. Le rapport de l'IGAS mentionnait qu'au vu de la certification des professions à ordre qui va arriver, ça soulève une nécessité peut-être de restructurer aussi la formation continue, parce que ça va de pair. Donc peut-être que ce sera une opportunité de changement pour cette institution. Et concrètement, quand on a dit ça, quels sont les besoins des professionnels de santé? Donc là, il y a une étude de 2020 qui évoque que 83% des professionnels de santé en fait, n'ont pas le temps de suivre des formations longues et en présentiel. À l'inverse, 87% nous expliquent qu'ils souhaitent plus de formations courtes et plus de formations ciblées. De notre côté, chez Envivox, on fait aussi des études pour essayer de comprendre les besoins des professionnels. Et sur 240 médecins généralistes qu'on a interviewés, 98% nous disaient qu'ils souhaiteraient accéder plus simplement et plus facilement à une diversité de formats. Ce qui nous mène à un concept qui est étudié dans la recherche scientifique, qui est le just-in-time learning. Alors qu'est-ce que c'est le just-in-time learning? C'est le fait de proposer aux professionnels la bonne connaissance au bon moment pour qu'ils puissent l'appliquer directement dans sa pratique. Et ça, c'est à mettre en opposition avec le just-in-case learning, qui est d'apprendre une palette de connaissances just-in-case, j'en aurai besoin peut-être un jour dans ma pratique. Et là, donc, le just-in-time, c'est comment on leur apporte la connaissance au bon moment pour que ça ait un maximum d'impact. Voilà, et j'ai mis le petit logo cerveau pour dire qu'en plus, sur les sciences cognitives de l'apprentissage, le fait d'avoir une problématique, de trouver la connaissance et de l'appliquer directement sur le terrain, ça crée aussi un meilleur ancrage mémoriel, et donc ça a toute son utilité. Donc dans nos études qu'on a fait aussi chez Envivox, on est allé creuser un petit peu plus loin sur les besoins des formats. 82% des 240 médecins interviewés expliquent qu'ils veulent plus de formats ludiques, 84% souhaitent plus de cas cliniques. Donc on voit que si on synthétise, la tendance générale est on est à la recherche de formations qui sont plus courtes, plus pratiques et plus interactives. Alors maintenant qu'on a dit ça, on voulait nuancer quand même en disant que l'idée, c'est de ne pas mettre en opposition la formation présentielle avec des formations courtes et digitales. L'idée, c'est de dire qu'elles sont complémentaires. C'est comment est-ce qu'on va créer une offre complémentaire avec des formats diversifiés pour répondre à tous les besoins des professionnels. La formation, c'est tout un parcours, c'est tout un cheminement. On développe des connaissances, puis des compétences, puis éventuellement on se spécialise. Et donc comment aux professionnels de santé, on leur offre toute cette diversité pour apprendre avec la bonne modalité pédagogique, la bonne connaissance au bon moment. Donc les vidéos, les podcasts, les communautés de pratique, tout est essentiel, comme la formation présentielle qu'on doit aussi rendre plus accessible. Voilà, et donc ces perspectives, pour conclure, promis, c'est mon dernier chiffre. En effet, il y a 67% des professionnels de santé qui estiment que justement cet apprentissage mixte, donc de mêler du présentiel plus du digital, est beaucoup plus efficace que les méthodes de formation traditionnelles. Donc voilà, quelques perspectives, on l'espère, pour la formation continue. Et peut-être donner cette idée de tourner vers le modèle CME, donc c'est le Continuing Medical Education, qui est développé dans les pays anglo-saxons, où c'est un fonctionnement où les professionnels de santé ont cette obligation stricte pour les coûts de faire un certain nombre de crédits de formation par an et certaines formations courtes, par exemple des vidéos de 30 minutes représentent 0,5 crédits et ils peuvent le valider si cette formation est certifiée par l'organisme CMI. Donc voilà, peut-être quelques perspectives pour l'avenir, mais en tout cas on va parler maintenant donc des 2 intervenants que j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui et qui incarnent donc cette innovation pour des formats plus courts, plus impactants et plus accessibles aux professionnels. Donc je voulais commencer par toi, Anne, donc encore merci. Donc pourquoi as-tu choisi de créer un groupe Facebook pour partager tes connaissances ?
Alors merci Marine pour ton introduction. Alors déjà, un point essentiel, l'ESP et pas que la dermato, on a des délais qui sont très longs et on a des médecins qui sont mal formés à la dermatologie. Il faut savoir qu'à l'hôpital, on a des modules de 12 heures et des modules qui ne sont absolument pas pratico-pratiques puisqu'on va vous parler de pathologies bulleuses que médecin généraliste, vous ne verrez jamais en consultation. Et donc, il y a un gap entre ce que les médecins généralistes voient tous les jours dans leur cabinet et l'enseignement. Et donc, il fallait absolument leur venir en aide pour diminuer la perte de chance pour les patients. Parce que le but de cette formation, c'est ça. C'est raccourcir le délai de prise en charge et de ne pas laisser des patients dans la nature. Et pour ça, les médecins, ils sont demandeurs de quoi? Ils sont demandeurs de pratico-pratique. C'est-à-dire, ils ne veulent plus des formations qui durent des heures, où l'on ressort et quand on arrive dans le cabinet, on ne sait plus quoi faire des pathologies. Donc, ils voulaient de l'action-réaction, ce fameux just in time. Donc, en fait, moi, je leur propose un contenu. La puissance du contenu, c'est qu'elle vient à eux. C'est-à-dire que ce n'est pas le médecin qui va se dire « Tiens, aujourd'hui, je vais prendre 2 heures pour me former ». Il scrolle sur son téléphone, sur le fil Facebook, et là, il va tomber sur des enseignements qui sont très punchy et qui sont très pratico-pratiques, qui sont même parfois un peu ludiques parce qu'on les fait arriver au diagnostic, parce qu'on sait que quand c'est eux qui arrivent directement au diagnostic en cherchant et pas en ayant la réponse tout de suite, eh bien, en fait, ils apprennent mieux. Donc, c'est plein de petits micro-learning qui font en gros un gros macro-learning, et puis on fait de la répétition pour faire de l'ancrage mémoriel. Donc, c'est vraiment ça le but de ce groupe. Merci beaucoup, c'est très inspirant. Et est-ce que tu vois des impacts sur la pratique des médecins généralistes? Est-ce que tu as eu des retours justement sur tous ces cas que vous publiez? Oui, bien sûr, tous les jours, j'ai en messagerie privée ou sur Facebook des retours positifs qui disaient « Tu m'as aidé à faire tel diagnostic, ce patient était dans la nature, je détestais la dermato et là je me suis inscrit à un DU, je me mets au DU de dermoscopie parce que je fais du dépistage du mélanome. » C'est hyper important, c'est ce qu'on veut nous, c'est que le médecin se mette à faire le dépistage de tumeurs cutanées pour raccourcir les délais de prise en charge. Donc vraiment des retours très positifs. C'est super, merci beaucoup. Et de ton côté, Maxime, donc comment tu as eu cette idée de lancer ce projet et pourquoi un podcast? Alors, merci pour l'introduction. L'idée de l'audio, elle est arrivée de la première année de médecine où je préparais le concours. J'enregistrais les cours d'amphi et le soir, en me couchant, pour bien préparer le concours, je lançais l'audio. Et je me suis rendu compte que le pouvoir de l'audio était énorme et que j'arrivais à mémoriser des choses plus qu'avec le visuel. Donc l'audio m'a toujours suivi et je mets beaucoup d'importance à ce format-là. C'est un format très noble, je trouve, qui laisse la place à l'écoute et non pas au visuel et aux stimuli visuels. Je suis en train de réaliser une thèse justement pour savoir si des médecins généralistes écoutent les podcasts pour leur formation continue. Il se trouve que oui, je suis en train de comprendre que oui. Mais ils écoutent avec une forme de passivité. Ils veulent écouter dans leur temps mort, en fait. Quand ils conduisent, quand ils font de la cuisine, etc. Ils veulent profiter de ce temps-là pour apprendre. Donc le format de podcast est arrivé de cette idée-là. Voilà, je vois via les écoutes du podcast et via la thèse que c'est un format qui était demandé. Et voilà, je pense que ça plaît plus qu'un format vertical qu'on a tous subi pendant 10-12 ans à l'université, où il n'y a pas d'interaction, on ne peut pas poser les questions un peu bêta qui nous passent par la tête. Et moi, dans le podcast, je suis la personne qui pose les questions un peu bêta, mais il n'y a pas de questions bêta. Et donc, l'auditeur a un contenu à l'équilibre, à l'horizontale, où le spécialiste donne son information et il y a quelqu'un qui, s'il ne comprend pas, pose la question. Et donc, il y a une interactivité, comme tu en parlais tout à l'heure, par rapport à un format universitaire très vertical. C'est très intéressant. Et est-ce que tu as eu des retours d'auditeurs professionnels de santé qui te parlaient de l'impact que ça a eu un petit peu sur leur pratique? Oui, parce que les sujets choisis sont des sujets qui sont finalement très rencontrés au sein de consultations en médecine générale, mais pas assez vus à l'université. La douleur, la psychiatrie sont des sujets qui fonctionnent beaucoup parce qu'on n'est pas assez à l'aise avec l'enseignement initial à l'université. La bipolarité, la douleur, les algies vasculaires de la face, il y a beaucoup de choses qui sont finalement pas assez enseignées et pour autant on les rencontre beaucoup au cabinet. Donc beaucoup de retours de ce côté-là, de personnes qui connaissaient même pas l'existence d'un trouble de la personnalité alors que c'est
20 à 30% de consultations au cours de la semaine. Voilà, il y a beaucoup de bons retours. Et justement, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de... On voit les besoins de formation sur le terrain, de cette approche CMI, donc d'avoir des accréditations justement pour des petits contenus courts, pratiques, et que ça rentre dans un système de formation continue. Moi, là, au cours des entretiens semi-dirigés de la thèse, il y a beaucoup de personnes interrogées qui me disent que s'ils avaient un podcast, une vidéo intégrée dans leur formation dite validante, diplômante, eh bien, ils iraient très volontiers. Ils souhaitent, en revanche, des contenus validés. Ils veulent qu'il y ait une étiquette formation par tel enseignant, etc. Et c'est très important pour eux d'avoir une sorte de validité, une validation pour écouter avec beaucoup de certitude de ce qu'ils sont en train d'écouter. Oui, moi j'ajouterais, je pense qu'il ne faut pas infantiliser le médecin. Donc en fait, le médecin, on ne va pas lui imposer un contenu qui ne correspond pas forcément à sa demande. Il est assez grand pour choisir son contenu, pour faire les heures nécessaires. Et si c'est plusieurs micro-learning de 5 minutes ou si c'est un podcast d'une demi-heure et pas un DPC très classique, je pense qu'on n'a pas à choisir pour le médecin son contenu. Voilà. Et toi, Anne, donc en parallèle du Kesako, où c'est des personnes qui publient les cas et justement qui s'entraînent, tu fais aussi des formations courtes et impactantes. Quelle approche tu essaies d'avoir dans ces formations ? Toujours, moi, le mot-clé, c'est le pratico-pratique. C'est-à-dire que quand on se met sur cette formation, je veux qu'ils se disent « Ah, mais ça, j'en ai vu cette semaine, j'en ai vu la semaine dernière, je ne savais pas comment prendre en charge. » Je veux vraiment que ce soit du action-réaction. J'ai vu ça, je fais quoi comme bilan, comment je prends en charge, quand est-ce que j'adresse, quand est-ce que c'est urgent. Vraiment des réflexes vraiment qui sont très importants. Non, moi, je pense que le futur, ce sont les micro-contenus sur plusieurs plateformes. Et l'avantage d'Invivox, c'est vraiment de tous les centraliser, puisque beaucoup des personnes interrogées, encore une fois dans ma thèse, me disent oui, mais où est-ce qu'on peut trouver les podcasts, où est-ce qu'on peut trouver des supports ? Invivox est une réponse, notamment. C'est un truc qu'on remarque aussi sur la plateforme, c'est que l'accès à la plateforme est gratuit, donc les personnes peuvent s'inscrire à une grande diversité de contenus, et on a des professionnels de santé qui sont d'une spécialité, par exemple disons psychiatrie, et qui vont aller s'inscrire à une 50aine de contenus de très différentes de leur spé initial. Et nous, donc, on a les datas de consommation qui remontent, et sur ces 50 contenus où ils se sont inscrits, parfois on a 200 heures de formation consultée par certains médecins. Donc on voit qu'il y a un réel intérêt, une réelle volonté d'aller chercher de la connaissance à travers des formats variés. Donc ce médecin n'a pas ses points DPC et pourtant il est peut-être mieux formé que celui qui les a. Donc voilà, sur cette diversité de formats, c'est une perspective qui est intéressante. Et ce qu'on voyait aussi sur la plateforme, c'était ce regard un petit peu interdisciplinaire. Où au final, justement, cette psychiatre qui s'est inscrite à de nombreux sujets, elle est allée faire des sujets de cardiologie, des sujets de gériatrie et plein d'autres. Donc on voit qu'aussi il y a une appétence de ces sujets-là. Et toi, Anne, en tant que dermato, donc sur ton groupe, il y a une grande diversité de professionnels. Qu'est-ce que tu observes de ces échanges entre dermato, médecins généralistes ou autres spécialités vis-à-vis de la dermatologie ? En fait, pour moi, l'interdisciplinarité, elle ne se discute même pas. C'est-à-dire qu'on me pose souvent la question « Et toi, est-ce que tu es pour, est-ce que tu es contre ?» Ce n'est pas un sujet. Quand on est médecin généraliste, on est par définition pas spécialiste. Donc, on doit être bon à peu près en tout. Donc, si nous, on n'échange pas avec les médecins généralistes et qu'on ne les forme pas, qui va le faire ? Donc, pour moi, ce n'est absolument pas un sujet. C'est indispensable qu'ils aient accès à des connaissances et qu'on leur fasse des contenus pour prendre en charge de façon adéquate le patient. Oui, parce qu'au final, in fine, le plus important, c'est de réduire la perte de chance pour le patient, finalement. Que le contenu proposé soit pour les médecins généralistes, mais que finalement, il tombe dans toutes les mains de professionnels de santé. Le seul objectif, c'est de réduire la perte de chance pour le patient. Et donc, il n'y a pas de cloison qui puisse exister dans ce contexte-là. Et toi, Anne, aussi, la particularité de ton groupe, c'est qu'au-delà des médecins généralistes, tu as plein d'autres professions. Je crois que tu as énormément de podologues aussi.
Oui, il y a énormément de podos parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'ils voient quand même beaucoup de dermatologie du pied, mais encore là, ils n'ont pas de module de formation. Donc, dès qu'on leur poste une photo, pour eux, c'est soit des verrues. Tout ce qui est un peu de la corne, c'est des verrues, ou c'est du psoriasis. Ils n'ont absolument pas les diagnostics différentiels. Quand j'ai créé le groupe que je fais rentrer les podologues, il y avait un mélanome sous un pied avec un podo qui disait je gratte depuis 6 mois, puis rien n'évolue. Oui, c'est un mélanome. Et moi, j'ai été surprise de me dire qu'il y a des podologues quand même qui n'ont pas de formation en dermatologie. Ça me paraît complètement aberrant de lancer un professionnel de santé sans formation. Et ça, on a l'impression que ça choque personne. Donc moi, à mon petit niveau, j'ai essayé de faire des modules. Alors, il y a un module sur InVivox, qui est un module pied pour le podologue. Voilà, il y a une vingtaine de pathologies d'enseigner. Voilà, c'est une petite pierre à l'édifice. Le projet aussi de tous ces contenus, c'est que il y a le professionnel de santé, très bien, mais encore une fois, on parlait de coiffeur avec Anne. Il n'y a aucun problème pour qu'un coiffeur dise ou une coiffeuse dise là, j'ai reçu un enseignement, j'ai vu des mélanomes dans ma vie, dans mes cours, peut-être que là, c'en est un. C'est un gain de chance, ou en tout cas une réduction de la perte de chance pour le patient. Donc, moi, vraiment, il y a des gens qui cherchent encore à cloisonner, mais il y a des gens qui doivent surtout être soignés. On en revient à ce problème d'identité professionnelle, où on est très corporatiste, on a du mal à échanger, on a du mal à faire bouger un peu ce paradigme-là du dermato qui fait de la dermato, qui ne partage pas ses connaissances. Il y a vraiment ce gros problème d'identité professionnelle qui, pour moi, n'a pas de raison d'être. Donc, on va avoir le médecin généraliste qui va dire qu'il ne faut pas former les IPA, on va avoir le spécialiste qui va dire qu'il ne faut pas former les médecins généralistes. Ça, pour moi, ça ne devrait plus exister, c'est impensable. Et qu'est-ce que tu leur réponds des fois quand tu as des discussions avec ces professionnels qui pensent que la dermato devrait rester vraiment en dermato? Quel propos argumentaire tu leur proposes justement pour désamorcer ces cloisonnements Honnêtement, on est 2490 à l'heure actuelle en France. On a des délais qui vont de 6 mois à 1 an et demi. De quel droit on pourrait dire à un professionnel de ne pas se former? Enfin, je veux dire, déjà, on n'a pas le droit d'interdire aux gens de se former. C'est quand même la base de notre profession. Plus on se forme, plus on a une émulation pour se former encore plus. Et on n'est pas en droit, nous, en ce moment, dermatologues, de refuser la formation aux médecins généralistes. C'est impensable. Il y a un des arguments qui est qu'il y a un danger à ouvrir la formation à tout le monde parce qu'il y a des dangers de gens qui feraient un peu n'importe quoi avec l'information reçue. Mais on en discutait aussi avec Anne, il n'y a plus de médecins cow-boys qui prennent des risques. On est tous flippés de faire des erreurs, donc toute l'information reçue sera dans tous les cas bénéfique. Et les cloisonnements, en tout cas les lignes rouges ou les red flags, comme on appelle en médecine, on les connaît tous et on sera à chaque fois passé la main quand il le faudra. Les médecins que je forme, ils sont très clairs. Ils me disent, mais on ne veut pas vous voler votre job. Et il y a certains dermatos qui pensent ça, en fait. Et ils sont très clairs là-dessus. Ils disent, on veut juste faire un adressage correct. Et moi, c'est vrai que je préfère 1000 fois un courrier où il y a marqué, je pense que mon patient a un mélanome dans le dos, plutôt que le fameux courrier, merci de faire un check-up, le courrier qui ne sert à rien, patient qui n'a rien vu, généraliste qui n'a pas examiné le patient et qui fait la lettre préfaite, limite elle est imprimée. Moi j'ai même des courriers, on peut découper au milieu, bon pour aller voir le dermatologue, c'est véridique. Donc ça on n'en veut plus. On veut juste un vrai courrier d'adressage avec un patient qui a quelque chose à faire dans notre cabinet. Je vois encore trop de patients qui n'ont rien à faire alors qu'on a des listes d'attente de choses qui ne vont pas. Et justement, c'était un petit peu la deuxième partie du sujet, qui était que par ce partage de connaissances, c'est de l'interdisciplinarité et vous facilitez aussi le parcours de soins et l'adressage. Tu en as parlé aujourd'hui, on manque de professionnels de santé, on manque de spécialistes dans de nombreuses régions. Les professionnels de santé de première ligne, donc médecins généralistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, ils sont pressurisés face à tous ces patients qui doivent voir et cette grande diversité de pathologies. Et donc, partager ces connaissances, c'est en faveur aussi d'un meilleur adressage. Est-ce que toi, tu as eu des retours dans ce sens, justement, dans le groupe? Quel était le rapport des médecins généralistes à cet adressage vers les dermatos grâce à tous tes contenus? Précise-moi ton
Est-ce que tu as eu des retours de médecins généralistes qui t'ont dit grâce à ces contenus, j'ai réussi à mieux adresser mes patients? Oui, bien sûr. Là, ils suivent tous une formation de dermoscopie. Même s'ils n'arrivent pas toujours à mettre un nom très précis sur une lésion tumorale, ils arrivent en tout cas à faire la différence entre une lésion bénigne et une lésion tumorale. Et nous, c'est ce qu'on leur demande. On ne leur demande pas d'être des dermatos en herbe. On leur demande vraiment déjà de reconnaître et de savoir quand est-ce que je décroche mon téléphone, quand est-ce que je t'appelle, quand est-ce que je te laisse tranquille. Et on a aussi la téléexpertise qui est géniale pour ça, parce que même s'ils ne sont pas formés en dermoscopie, ils sont formés sur comment faire une belle image de dermoscopie. Et déjà, ça, c'est un plus. Oui, nous, on évaluait avec Sabrina les écoutes sur InVivox. Moi, je propose à la base pour les médecins généralistes, et puis en fait, on se rend compte que tout le monde écoute, et moi, ça me rend fou de joie de savoir que les infirmières écoutent, que des kinés écoutent, qu'il y a des professionnels de santé qui vont savoir dépister, je sais pas, une algie vasculaire de la face qui est une pathologie douloureuse, horrible, qui amène des suicides. Si on peut, et souvent on les recevait au centre de la douleur, des patients qui avaient été traités comme des migraines et qui ne connaissaient pas du tout l'existence de leur pathologie. Bref, l'interdisciplinarité, encore une fois, c'est réduire la perte de chance pour le patient, c'est améliorer sa prise en charge. Il n'y a aucun problème avec ça et il faut plus que ce soit un problème. Bref, les médecins, laissez votre ego de côté, s'il vous plaît. Ouais. Non, en médecine générale, la difficulté, c'est que on a un petit peu peur de devoir se contenter d'un exercice de renouvellement d'ordonnance. Donc il y a un petit peu quelques guéguerres parfois. Mais encore une fois, il n'y a plus de cow-boys et tout le monde tire vers le haut avec des courriers qui sont maintenant de plus en plus faciles à faire, des adressages de plus en plus faciles à faire. Et l'interdisciplinarité, elle est mise en avant par tout le monde et c'est le futur. Justement, sur ce mot-clé interdisciplinarité, aujourd'hui, la thématique du congrès, c'est aussi comment être professionnel de santé et le rester. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que par cette formation, par ces montées en compétences, c'est aussi de la stimulation, de l'engouement qu'on peut avoir aussi vis-à-vis de sa pratique, de se dire je vais aller tous les jours apprendre des choses, continuer à me former, apporter un meilleur accompagnement? Oui. Dans tous les cas, je pense que faire un métier de la santé, alors les médecins c'est encore plus parce que c'est des études interminables, donc il faut un minimum, je pense, de curiosité pour faire ça. Je pense que apprendre, c'est le cœur de tout le monde. Tout le monde veut apprendre dans ses études. On est tous passionnés par ce qu'on fait. La biologie, la médecine, la santé, c'est quelque chose de passionnant. Mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose de trop complexe à organiser, partir de chez soi à 100 km, faire une formation de 3 jours. Les gens sont curieux, veulent une réponse, et tous ces contenus leur donnent une réponse avec un sujet précis. Et je pense que ça va de plus en plus se développer parce que la formation classique, habituelle, verticale dans un amphithéâtre, elle n'est plus trop possible. Ou en tout cas, comme tu le disais tout à l'heure, il faut que ça soit mixte et un peu des deux doit être réalisé. En fait, former les autres, ça nous impose d'être toujours à la page. Donc pour moi, c'est très positif aussi parce que ça me permet de lire et de relire toujours et de voir toutes les nouvelles recos et de faire du décryptage en fait pour les autres. Bien finalement, on est obligé d'avoir vraiment les idées très au clair parce que faire du décryptage et de la synthèse, ça impose de bien connaître son sujet. Et pour leur rendre un contenu vraiment accessible, eh bien, ça demande vraiment de maîtriser un sujet plus qu'on ne le pense en fait au départ. Ouais, exactement. Moi, grâce au contenu de Anne, je me suis déjà surpris à être un peu plus précis, à détailler davantage des lésions que je voyais chez un patient, grâce au contenu, grâce à la dermoscopie, grâce à plein de choses. C'est pas une information comme on pourrait la recevoir au sein de l'université, quelque chose qu'on va bosser, réviser derrière, mais c'est des petites briquettes. Je reçois une petite briquette sur le Quesaco du dermato, par un podcast, par une visio, et petit à petit, on configure quelque chose de très intéressant pour le patient. Donc c'est grâce à tous ces micro-learning, ça c'est un concept qui revient souvent, des petits contenus pratiques, interactifs, que ce soit vidéo, podcast, images de diagnostic qui permettent de monter en compétences. Oui, tout à fait. On a presque l'impression au final de ne pas se former, de ne pas travailler parce que c'est quand même un peu ludique ces formats, donc on n'est pas derrière son écran à se dire je dois faire 3 heures de DPC, je dois écouter jusqu'au bout, pas du tout. En fait, ça vient à nous, hop, on a eu l'information, au bout de 3 minutes c'est terminé, on passe à autre chose et ça permet vraiment un ancrage mémoriel important.
Parce que la base, on l'a en fait. Nous, médecins, on a fait 10 ans d'études, la base, elle est là. Et soit ce sont des rappels, soit ça vient nous apporter une information qu'on n'avait pas. Mais dans tous les cas, ça consolide. Et donc, c'est pas parce que ça dure 3 minutes que c'est inutile. Au contraire, ça vient combler des petites brèches qui s'étaient installées au cours des années. Et c'est d'une utilité optimale. Et je rajouterais que c'est pas parce que c'est sur les réseaux sociaux que c'est inutile. On a une charte désormais pour les médecins créateurs de contenu sur les réseaux qui a été fait par le Conseil national de l'ordre des médecins. Donc on est reconnu. Donc oui, c'est pas parce qu'on a un micro-learning sur Facebook ou sur Insta ou sur TikTok ou que sais-je. Si c'est un contenu de qualité, ça a la même valeur qu'un contenu qui serait diffusé ailleurs. Donc ça, je crois qu'il faut le rappeler. Il ne faut pas associer réseaux sociaux avec non qualitatif. Parce que dans ton groupe, tu as mis en place un vrai système de fonctionnement, justement avec des règles pour que ça ne devienne pas un système de télé-expertise. Tu le rappelles souvent, on est là pour partager des cas, pour faire de la formation, pour s'entraîner, et pas du tout pour répondre à des questions de diagnostic. Oui, tout à fait. C'est pas de la télé-expertise, c'est pas de l'omnidoc. On poste un cas et on réfléchit ensemble entre spé différentes. D'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'il va y avoir les neuros qui vont donner leur avis, les dermatos, les cardios. On a plein d'idées d'exemples de cas d'enfants qui sont rentrés, par exemple, en hospitalisation en pédiatrie. Tout le monde a mis un petit peu sa pierre à l'édifice. Puis au bout d'une heure, on tombait sur un diagnostic où le médecin disait « Ah bah merci, on a vraiment gagné du temps. On va orienter nos examens complémentaires. » Et le soir, on avait le diagnostic. Super, merci à tous. Et ça, c'est génial, de faire vraiment un brainstorming entre spé. C'est un peu une RCP, comme ça, où on réunirait 6-7 spé autour d'une table et en 1 heure, on aurait un diagnostic. Et ça, moi, j'adore, Et sur ton podcast audio, Maxime, toi, tu interviews une grande diversité de spécialistes sur beaucoup de thématiques très différentes. Toi, ça te permet aussi d'aller bûcher beaucoup plus en profondeur des thématiques. C'est d'abord pour moi, en fait. Je pose des questions parce que moi-même, je suis pas assez formé à la question que je pose ou à la spécialité ou au sujet qu'on traite. Et puis, voilà, c'est des discussions avec des questions assez franches. Je me mets en danger puisque je montre aux gens que je ne connais pas le sujet. Mais au moins, je me dis que si moi je pose la question, c'est qu'on est des milliers de médecins généralistes à pas connaître le sujet. Et donc, je choisis un sujet, je choisis un médecin qui a un petit peu d'oralité, qui sait évoquer son sujet. Et puis après, on part sur du small talk, conversation libre, pour qu'il n'y ait aucune barrière, que toutes les questions soient posées et qu'il n'y ait pas de suffisance et de verticalité. Le projet, c'est de poser toutes les questions et que le plus important soit l'information reçue et la compréhension de la spécialité et du sujet traité. Souvent sur le Quesaco, j'ai des médecins qui disent « Désolé, j'ai une question con ». Alors moi, je remets toujours les choses en place en disant « Il n'y a pas de question con, c'est un groupe de formation ». Donc si sur un groupe de formation, on ne peut pas se permettre de poser les questions des choses qu'on ne sait pas, ça ne sert à rien. Enfin, on n'est pas comme à l'école où il y a celui qui sait qui lève la main pour dire qui sait. Là, l'idée, c'est vraiment « Je ne sais pas, je pose ma question et j'ai justement aucune gêne à la poser ». Et souvent, j'ai « Désolé, je suis juste médecin généraliste ». Alors ça m'horrifie quand j'entends ça. Donc il y a quand même une histoire de caste, d'identité. Je suis juste généraliste et je suis spécialiste. Alors ça, sur le Quesaco, c'est niette. Donc ceux-là, maintenant, ils se font dire non, t'es pas juste généraliste, t'es médecin généraliste. En fait, ces supports, ces contenus, ils viennent compenser tous les traumas qu'on a eu pendant nos études de médecine, d'être frustrés de ne pas poser de questions. Et je pense que les réseaux sociaux, les podcasts, ça vient libérer la parole, entre guillemets, et poser des questions, même si on est dit médecin, même si on est docteur en ceci, cela. On a des questions à poser qu'on n'a parfois pas posées à cause de la peur du professeur d'université. En plus, les gens, ils ont souvent des pseudos, donc ils n'hésitent pas. Poupoune du 70, voilà, elle n'a aucun problème à poser sa question con. C'est intéressant justement sur ce décloisonnement entre les spécialités. Par exemple, sur Invivox, on a un infirmier qui s'est spécialisé sur la lecture de CG et c'est vraiment sa passion. Et donc les infirmiers n'ont pas forcément cette compétence dans leur formation initiale, mais lui, il a vraiment travaillé le sujet et il a tellement approfondi qu'il a développé une pédagogie ultra efficace et donc il met ses contenus en ligne sur Invivox. Et quand on a regardé les statistiques de quels professionnels de santé s'étaient inscrits, on a vu qu'il y avait des médecins généralistes. Et il m'a dit, ah bah tiens, c'est rigolo, je pensais pas que des médecins généralistes se seraient inscrits à mon contenu. Et du coup, il était fier en disant, bah voilà, on décloisonne et ça peut aller dans tous les sens tant que le contenu est de qualité. Bah, c'est ce qui compte et on fait monter en compétence tout le monde avec la pédagogie qui convient. En fait, ça abat les postures et les statuts
et il n'y a que la curiosité qui reste en fait. C'est le plus important. Alors tu sais Marine, sur le groupe j'ai des dermatos qui sont tous en mode sous-marin, qui viennent voir un peu ce qui se passe, et il y en a plein des fois qui m'envoient des messages en disant putain ton truc là, alors là j'avais jamais entendu parler. Donc il y en a plein qui viennent en fait voir un peu leur niveau et s'auto-évaluer. Alors ils sont en mode un peu sous-marin, mais ils sont là et ils veillent au grain. Et justement, on voulait en venir, on en a un petit peu parlé de ce troisième sujet qui est pourquoi au final partager ses connaissances. Donc là j'ai mis les deux images donc, de contenu que vous avez publié sur InVivox, et je vous ai mis quelques commentaires qu'il y a eu, donc, par exemple de médecins généralistes. Je me permets de les lire parce qu'ils vous sont adressés. Un grand merci pour ce contenu gratuit qui m'aide grandement. Je suis urgentiste en reconversion vers la médecine générale et ça m'aide beaucoup à réviser, donc félicitations à vous. Agnès, médecin généraliste, un immense merci. Jamais vu un contenu aussi pratique. Je n'aimais pas du tout la dermato, ça me paraissait impossible. Et maintenant, je m'y intéresse vraiment. Et enfin, Laurent, médecine générale également. Merci de m'avoir fait découvrir un versant jusqu'alors inconnu de l'addictologie. Donc voilà, en tout cas, vous avez énormément de retours. Donc vous, qu'est-ce que ça vous apporte personnellement aussi de partager ces contenus, de prendre du temps pour ça C'est très cool de lire ça. Moi, j'ai des retours autour de moi parce que, encore une fois, quand on est interne, encore plus quand on est externe de la première à la 6e année, on ne pose pas les questions. On est écrabouillé par la pression de poser une question bête. Moi, j'y suis allé, j'ai créé le podcast, je pose mes questions. Je ne me rends pas compte que je crois que je suis en train d'enregistrer. Je suis juste dans une discussion et je pose mes questions. Et ça embarque tout le monde derrière puisque tout le monde se les pose, surtout les médecins généralistes. La médecine générale, c'est une spécialité très compliquée. On doit donner une réponse à chacune des consultations, quel que soit le thème. Et je pense que je suis très content de savoir que ça plaît aux gens. L'addictologie, ça vient notamment sur le sujet du chemsex. Le chemsex, finalement, on a beaucoup de patients homosexuels qui prennent des risques et qui tombent parfois dans l'addictologie avec du chemsex. Je pense que personne n'a été formé à ça jusqu'à il y a 1 an ou 2. Et donc, c'est un sujet qui a bien marché parce que forcément que dans les cabinets de médecine générale, il y a des déficits et il faut les combler, quoi. Alors moi, quand on me demande pourquoi tu aimes partager, c'est une question qui me surprend toujours parce qu'en fait, ce que je sais, c'est forcément qu'on me l'a partagé. Donc c'est plutôt la question de pourquoi moi je déciderais un jour d'arrêter de partager et pourquoi je déciderais d'arrêter le maillon en fait. Donc c'est une question qui est tellement, c'est comme si on me demandait pourquoi tu respires tous les jours ou pourquoi tu manges tous les jours. Si on ne veut pas partager, en fait je ne sais pas trop pourquoi on est là, ou alors on reste dans une caverne. C'est quand même un peu la base, quoi. Comme quand on a des enfants, on partage nos connaissances, on partage des règles, on partage des... Voilà. Et bien là, le partage, ça me paraît évident. Moi, ce que j'ai appris, on me l'a appris. Et bien, la transmission, ça me paraît être indispensable en médecine et pas que. Un grand merci en tout cas pour vos interventions inspirantes. J'espère que ça inspire de nombreuses personnes à vouloir aller se former. Il y a des contenus qui existent, soit sur YouTube, sur les plateformes de podcast, aussi sur InVivox qui rassemble plusieurs formats. Donc c'est possible. Et aussi les personnes qui ont envie de partager, c'est aussi lever ce frein justement à la peur de est-ce que c'est adapté, est-ce que je peux partager à d'autres professions ? Oui, comme tu le dis Anne, tant qu'on peut partager, en fait, comment ne pas le faire ? Donc vraiment, merci pour vos interventions inspirantes. Donc on a quelques minutes de questions. Est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions dans la salle à poser à Anne et à Maxime ? Bonjour, j'ai été très assidu dans l'écoute. Néanmoins, j'ai une question. Quelle est la fréquence de vos publications ou de vos podcasts ? La fréquence, pardon ? La fréquence, vous avez un podcast tous les Alors moi, le podcast, il a été créé en mai 2024. Il n'y a pas 1 an, en fait. Et les sujets sont hebdomadaires. Les épisodes sont hebdomadaires. Avec soit... En fait, il y a une partie du podcast dont on n'a pas parlé, c'est les témoignages de patients pour parler de leur cursus et de leur parcours. Et un autre, ce sont les focus. Et les focus sont en général 1 semaine sur 2, 1 semaine sur 3. Il y a, alors après, ce sont des écoutes et des audiences de podcasts. Donc
Là, le mien est parfois devant la matinale de RTL, ça dépend en termes d'écoute. Mais je pense que le plus important, c'est surtout que ça soit distribué, à disposition. Et je me rends compte qu'il y a des épisodes qui sont sortis il y a 1 an et qui sont de nouveau écoutés. Et c'est ça aussi le gros avantage de la formation asynchrone, c'est que les formats sont lancés quand les gens le veulent en fait. Et vous concernant? Et sur le Kezako, je publie des contenus tous les jours. Donc ça peut aller de 1 à 10 contenus ou une photo d'un patient que je vais prendre au cabinet ou des publications que je vais accepter des médecins généralistes. Donc tous les jours, il peut y avoir des dizaines de contenus sur le Kezako. Et j'arrête après celle-ci. En l'occurrence, puisqu'il y a une interaction avec vos suiveurs, je ne sais pas comment vous les appelez, est-ce qu'il y en a qui demandent d'approfondir un sujet et qui, du coup, vous le traitez d'une manière différente ou plus approfondie? C'est Oui. valable pour vous deux? Alors sur le Kezako, il y a 2 sortes de choses. Il y a les publications, je vais répondre aux commentaires, et il y a les topos. Avec une loupe dans le Kezako, ils peuvent taper topo, et ils ont tous les topos, ou alors ils peuvent taper le mot-clé de la maladie. Et régulièrement, je fais des topos avec une 40aine de lignes qui résument un petit peu ce que le médecin généraliste doit savoir. Parce que déjà, l'idée, c'est qu'ils reconnaissent la pathologie, parce qu'une fois qu'on sait, on peut aller voir sur Google. Donc l'idée, déjà, c'est de lui donner les clés pour qu'il ait le bon diagnostic, et puis un petit résumé de la maladie. Ouais. Moi, ce qui a été très écouté, on a vu avec Sabrina, c'est côté psychiatrie, les sujets de psychiatrie. Et moi, avec les plateformes, avec Spotify, Deezer, j'ai pas le retour de qui écoute en fait. Je pense qu'ils ont été beaucoup écoutés côté patient. Et là, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé. Il faut, quand on met du contenu, en tout cas moi, Anne, elle limite l'accès à son groupe. Moi, sur les contenus libres d'accès, il faut faire attention aux propos, parce que ça peut tomber entre toutes les mains, et surtout les sujets de psychiatrie, etc. Donc c'est un autre sujet, mais il faut que je sois attentif à ça. Et pour le coup, j'ai une dernière question, notamment sur la partie podcast. Vous avez peut-être plus de maîtrise sur ce que vous produisez, mais quand vous faites un podcast, j'imagine qu'il y a pas mal de retouches avant, ou c'est carrément... C'est du small talk, c'est-à-dire quand on discute, je retire très peu. D'accord. Sauf si moi je fais une mauvaise formulation. Ça, Vous n'avez pas la stratégie de Hardisson, quoi. Non, je me dis qu'il faut que ça soit absolument spontané et que ça profitera à l'auditeur de comprendre qu'on est dans la spontanéité, dans la franchise, quoi. Oui, là je viens d'en faire un avec Maxime, et en fait c'est très fluide, on oublie complètement qu'on est dans un enregistrement, c'est une discussion avec un pote en fait. C'est plutôt très spontané et très agréable. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci.